amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, bienvenue dans Un livre, 1000 idées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre très intéressant, un livre que certains ont déjà découvert, que d'autres vont découvrir à travers ce magazine. Eh bien, il s'agit simplement du roman L'amour au rendez-vous. Et oui, L'amour au rendez-vous, un roman écrit par Madame Nelly Benzé, que nous avons le réel plaisir de pouvoir recevoir aujourd'hui. Madame Nelly, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jean-Marc, merci. Alors, Merci de m'accueillir à nouveau sur ce plateau. nous sommes très contents de vous accueillir après avoir parlé de Iris. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour au rendez-vous. Alors, déjà, lorsque les gens entendent le titre L'amour au rendez-vous, ils se disent, mais est-ce que Madame Nelly nous a écrit un livre sur les orientations, quand on veut tomber amoureux, ou finalement, de quoi dont il est question? Oui, beaucoup me demandent, tu es très amoureuse, pourquoi tu parles de l'amour? Oui, c'est exactement ça, ça révèle la curiosité de beaucoup de lecteurs. Et pour ces jeunes qui se disent, si je me mets à lire le livre, forcément, peut-être qu'il va trouver de pratiques, les secrets de comment trouver l'amour, de comment. Est-ce que c'est de cela dont il est question, ou c'est d'une histoire simplement d'amour, ou le titre, il est là simplement en tant que titre, mais ce n'est pas forcément ce dont il est question dans le livre? C'est une histoire d'amour, pour bien le dire et le signifier, c'est une histoire d'amour. Et les gens peuvent aussi découvrir un secret parce qu'on peut aimer au-delà de ce qu'on voit. Euh, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on sait que lorsque on lit un livre, forcément, on se dit, est-ce que ça c'est l'histoire de l'auteur? Est-ce que c'est une histoire qu'il a vécue? Est-ce que c'est une histoire... Et en parlant de l'amour au rendez-vous, est-ce que pour vous c'est une histoire que vous avez vécue, ou c'est une histoire que vous avez vu quelqu'un de votre entourage vivre, vous vous êtes dit, il faudrait que je puisse porter sa voix et raconter cette histoire? C'est une histoire que je n'ai pas vécue, que je n'ai pas vue aussi, une histoire imaginaire, bon, en me disant aussi, en tant que femme handicapée, comment est-ce que ça pourrait être si cette femme pouvait tomber amoureuse. Donc, il n'y a pas du vécu que moi-même j'ai de ma part, mais il y a un peu de vrai de ce que vivent les femmes vivant avec handicap. Et chers amis, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, c'est très intéressant de lire l'histoire de Kétia et de Camille. Et Madame Lily, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire, la rencontre entre Camille et Kétia, comment ça s'est passé? C'était une rencontre hors du commun parce que même Carmi, il ne s'y attendait pas. Donc, une rencontre qui sortait vraiment de l'ordinaire parce qu'il a fallu qu'il puisse y avoir cet accident pour que les deux amoureux puissent se rencontrer. Donc, ce n'était pas vraiment une rencontre ordinaire, je dirais, mais il y a eu cet accident. Carmi devrait conduire directement l'accidenté qui est à l'hôpital. Et c'est ainsi que la rencontre a eu lieu. Il y a eu le coup de foudre d'abord, de la part de Carmi. Et ensuite, Alors, Madame Nelly, que pensez-vous de cette situation de Carmi et Kétia dans notre société où on sait que les gens nous jugent trop et tout le temps? Lorsque vous opérez un choix, on va vous juger par rapport à ce choix-là. Ah oui, lui, il a fait ceci, lui, il a fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, ce sont deux cas qui peuvent arriver et qui vont conduire cet amour jusqu'au mariage, jusqu'à ce que les gens vivent ensemble sans qu'il y ait ces regards-là extérieurs, ces regards de jugement des gens qui vont se dire, ah oui, lui, pourquoi seulement faire ceci? Lui, pourquoi faire ce choix alors qu'il aurait pu choisir une autre personne? dans notre société, on juge trop. Les gens sont confrontés à beaucoup de jugements sur les stéréotypes. Exactement, Carmi aussi a dû vivre cela, en commençant d'abord par les membres de sa famille qui se disent non, tu ne peux pas épouser une femme avec handicap. C'est pratiquement ce qui se passe euh, en réalité, ça se passe comme ça. Et les hommes, pour épouser une femme qui vit avec handicap,
ils doivent vraiment avoir du courage. Ce sont des hommes courageux qui n'ont pas, donc, qui n'ont pas les soucis de ce que peuvent dire les gens. Donc, ce sont ces hommes-là qui marchent au-dessus des jugements et qui acceptent de vivre avec celles qu'ils aiment malgré ce qu'ils ont dit. Et ils ne sont pas nombreux, ces hommes-là, mais ils sont là quand même. Et qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, à toutes ces personnes qui peuvent être hommes ou femmes, qui se retrouvent face à une situation comme ça? Certains se disent, ah oui, il faut probablement abandonner parce que la société est en train de me juger par rapport à mon choix, parce que les gens vont dire ceci, parce que ma famille ne va pas être d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes ces jeunes filles ou à tous ces jeunes hommes qui sont confrontés à une situation comme ça? S'ils savent que leur choix ne leur portera pas préjudice, s'ils savent qu'ils peuvent vivre malgré les jugements des autres, ils peuvent s'en sortir, pourquoi ne pas essayer? Mais s'ils ne sont pas capables, donc ça dépend d'une personne à une autre. Vous pouvez aller au-delà des conseils des parents et vous arrivez dans les mariages, vous vous dites, ah, j'aurais dû écouter ce qu'ils m'avaient dit les parents. Donc, si vous-même vous sentez capable d'assumer cela, alors vous pouvez toujours y aller. L'important, c'est d'être heureux pour moi. Dans tous les choix que vous faites, l'important, c'est d'être heureux. Alors, vous avez très bien entendu, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Et attention, il faudrait définir votre bonheur d'après votre perspective à vous, hein, sinon vous risquez de ne pas vous sentir heureux. Alors, Madame Denis, lorsque vous écrivez, comment est-ce que vous partez de Lubumbashi pour écrire au monde? Est-ce que il y a forcément le quotidien de Lubumbashi, de ce que vous voyez, de ce que vous avez vu, ou de ce qu'on vous a dit par rapport à ce que nous vivons ici chez nous qui vous inspire? Ou vous, en écrivant, vous dites, il faudrait que je puisse me détacher forcément de Lubumbashi, que je puisse écrire universellement comme si c'était pour un public français pour qui on écrivait le livre? Euh, j'ai j'ai grandi en lisant beaucoup des auteurs français. Et en lisant les auteurs français, c'est comme si nous aussi, on nous projetait en France. On avait l'image des Tours Eiffel, de Paris, alors qu'on n'y était même pas. Alors moi aussi, lorsque je me suis mise à écrire, je m'étais dit, il faut aussi que ceux qui me liront, s'ils ne sont pas ici, qu'ils puissent aussi connaître la ville de Lubumbashi. Donc, c'est un peu comme ça que je voulais aussi faire connaître ma ville en écrivant, euh, en donnant tous les détails de cette vie. Et lorsque les lecteurs est en train de lire le livre, moi quand j'ai lu, j'ai tiré mes leçons à moi, j'ai eu des sensations par rapport à mes lectures. Est-ce que quand vous écrivez, vous, il y a une intention derrière, vous dites je vais écrire pour faire réfléchir par exemple, ou pour révolter un peu, pour faire prendre position, en écrivant L'amour au rendez-vous, c'était quoi votre idée derrière la tête en vous écrivant, lorsque vous imaginez les lecteurs après sa lecture, qu'est-ce que vous avez pensé à lui transmettre? Est-ce qu'il fallait qu'il se révolte par rapport à ce qu'il voit? Est-ce qu'il fallait qu'il réfléchisse ou il fallait qu'il prenne position par rapport à tout ça? Oui, vous avez même donné la réponse de votre question. Le lecteur, il faut qu'il réfléchisse. Et aussi, moi, quand j'écris aussi, donc, c'est aussi avec un sentiment de révolte vis-à-vis de ce que, de toutes ces injustices que nous vivons, surtout nous, les personnes vivant avec handicap. Alors, il fallait que le lecteur puisse aussi se révolter, puisse aussi comprendre ce que vivent ces personnes-là. Parce que de moi-même, on me disait, ah, on me traitait parfois comme un robot, comme si je n'avais pas de sentiments. Alors, je voulais que les lecteurs puissent savoir que les personnes vivant avec handicap aussi, elles peuvent aimer comme toute autre personne. Ce ne sont pas des robots, ce sont des humains. Alors, il faut qu'ils puissent réfléchir. Et moi-même, en écrivant, j'étais un peu révoltée. Chers amis, je vais vous inviter à lire le livre et à en tirer vos leçons. Et aujourd'hui, Madame Nelly, vous avez relevé un point où
lorsqu'on lit le livre, forcément, on se dit, waouh, c'est le courage de Carmi d'avoir surpassé autant de règles sociales. Et même pour vous qui avez écrit le livre, vous avez bousculé vraiment le code de la société pour qu'on arrive à ces résultats-là. Est-ce que vous ne pensez pas que demain ou après-demain, on puisse, comment je veux dire, qu'on puisse mettre des étiquettes sur vous pour dire ah oui, elle a écrit ce livre simplement parce que elle veut mettre en avant les personnes vivant avec handicap, elle fait ceci, elle fait ça. Est-ce que vous, en écrivant, vous n'avez pas ce regard-là, peut-être de gens ou des lecteurs qui peuvent se dire ah oui, lire son livre et elle a écrit comme ceci parce qu'elle vit avec le handicap. Les étiquettes, on les met toujours. Bon, quand on écrit, bien sûr, on s'entend à des critiques, à des jugements, mais il faut savoir toujours passer au-dessus. L'important, c'est que le message est là et qu'on les critique négativement ou positivement, l'objectif est quand même atteint parce que les gens ont lu et ils ont pu critiquer. L'objectif est atteint. Et moi, en tant qu'auteur de L'amour au rendez-vous, je n'ai pas voulu les publier en première pour qu'on puisse du coup me taxer de ce que je venais de dire. C'est pour cela que j'avais d'abord publié Iris. Parce que je ne voulais pas que donc, mon handicap puisse passer avant. Alors, je suis d'abord, avant d'être handicapée, je suis d'abord une romancière. Et il y a d'autres histoires que j'ai écrites après qui ne sont pas, qui ne vont pas toujours dans le cadre du handicap. Et lorsque vous écrivez vos romans, par exemple, est-ce que il y a forcément de l'influence, comme vous l'avez dit, des lectures que vous avez eues à avoir quand vous étiez encore plus jeune, ou même maintenant, que ce soit de la littérature congolaise, africaine, ou même de la littérature occidentale? Est-ce qu'il y a de l'influence quand vous écrivez, forcément l'influence de ces auteurs-là, en écrivant, vous dites, ah oui, il faut que j'écrive comme ceci, ou Oui, non? il y avait beaucoup d'influence de Zamenga, Ok. il y avait à l'époque, mais maintenant, l'influence est dans la société que nous vivons. On s'inspire beaucoup. L'histoire des autres nous inspire. Ce n'est pas seulement forcément l'influence des autres auteurs, mais nous avons l'inspiration par rapport à ce que nous vivons dans notre société maintenant. Et ici à Lubumbashi, ou même dans notre milieu, on sait qu'il y a très peu de femmes romancières. Vous, comment vous vivez le fait qu'on puisse pointer du doigt chaque fois quand vous publiez un livre, on peut bien encore d'écrire, et qu'il n'y a pas énormément de femmes qui écrivent? Est-ce que vous vous dites que vous êtes un peu un sous-nombre par rapport aux hommes, ou vous dites que bon, ça va, ça viendra avec les temps, il y aura de femmes qui viendront avec les temps, ou il faudrait peut-être faire un plaidoyer à tous ces jeunes qui sont en train d'écrire, mais qui ne parviennent pas à s'élancer? Euh, Faire un plaidoyer peut-être. Hein? Bon, plus on écrit, donc lorsqu'une femme écrit, elle inspire aussi une autre femme. Au début, quand j'avais commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais je peux dire, j'avais publié mon premier livre en 2018. Mais dès lors, il y a quand même des avancées. Il y a de ces femmes qui publient aussi. Euh, et puis aussi, je peux ajouter, c'est peut-être par manque de modèles. Il y a eu beaucoup d'auteurs, des écrivains hommes, mais du côté féminin, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, les femmes avaient besoin de la motivation des autres femmes qui écrivent. Donc, lorsque nous aussi nous écrivons, nous motivons aussi celle qui vient après. Et aussi, moi aussi, j'ai été inspirée. Il y avait Madame Maïté, paix à son âme, qui m'avait inspirée d'ici à Lubumbashi. Alors, donc, lorsqu'une femme écrit, elle motive les autres parce que les femmes, toujours, on avait tendance à les minimiser. La femme était, comme on dit, elle est faite pour la cuisine, pour le mariage. Mais maintenant,
la femme aussi a pris conscience qu'elle peut faire mieux. Elles étaient beaucoup plus basées dans d'autres domaines. Maintenant, il y a celles aussi qui veulent écrire. Il n'y a pas longtemps, on était en train d'échanger dans un cercle culturel ici à Lubumbashi et on a dit qu'il y a eu une idée qui est venue comme ça parmi les participants qui a dit qu'on écrit trop des littératures où il y a beaucoup trop de tristesse, où il y a beaucoup trop de problèmes. Et il a dit, bon, quand par exemple on veut présenter notre pays, on le présente toujours sous les prismes de la guerre. On dit, ah oui, au Congo, il y a la guerre. Ah oui, au Congo, ça ne va pas. Au Congo, ça ne va pas, etc. Et il avait posé une question à tous ceux qui étaient là. Il a dit, mais est-ce que demain ou après-demain, on ne pourrait pas avoir une littérature où on écrit quand même quelque chose de beau, on présente par exemple la ville ou la province, où on voit quand même les beaux sites de la ville ou de la province, où c'est vraiment une histoire qui va comme ça. Est-ce que vous aussi, en écrivant, vous dites que forcément, je dois décrire ce qui ne va pas dans la société ou vous dites que je dois aussi présenter ce qui va mieux ou ce qui est beau dans notre société? Oui, comme par exemple dans l'amour au rendez-vous, quand vous lisez, il y a aussi ce qui est beau dans la société. Vous allez trouver des sites dans mon roman. Ça représente aussi la beauté de ma ville, la beauté de mon pays. Parfois, nous écrivons du mal parce que nous avons beaucoup souffert dans notre pays. Et ça, en tant qu'auteur, nous ne cesserons pas de le dénoncer. Mais nous voulons que ça puisse changer, que ça puisse aller mieux. Et quand on est écrivain, on ne peut que se replier dans ses écrits pour les dénoncer. Et ça aussi, c'est comme une plaidoyer. Peut-être à l'avenir, nous allons commencer à refléter les beaux images de notre pays. En lisant le livre, je m'étais dit, est-ce que ce ne serait pas un journal intime que Ketia a produit ou qu'on a, qu'on a publié, puisque on se dit, ce n'est pas toujours facile pour peut-être les lecteurs, quelqu'un qui ne vit pas cette situation ou qui ne connaît pas quelqu'un vivant dans la situation de Ketia, forcément, il ne va pas directement comprendre ce qui se passe. Et est-ce que, pour moi, en tout cas, quand j'ai entendu que c'est une histoire imaginaire, je me suis dit, ah, ok, je ne m'y attendais pas. En tout cas, je pensais forcément que c'est venu, en fait, c'est un journal intime que l'auteur a eu à peaufiner et puis à mettre, oui, à mettre entre les mains des lecteurs. Est-ce que après la publication de L'amour au rendez-vous, vous avez eu de retours, soit des lecteurs ou des invitations dans des conférences ou dans des activités pour parler de ce livre-là? Oui, il y a eu beaucoup de retours. Et aussi, j'avais participé au thé littéraire où on avait pratiquement parlé autour de ces livres. Et lorsqu'on écrit, pour qu'un livre puisse être vraiment bien, un best-seller, il faut qu'il puisse y avoir vraiment du vécu. Donc, on ne peut pas écrire sans mettre un peu de sentiment dans un roman. Donc, l'âme de l'auteur peut se retrouver quelque part dans nos écrits. Ça aussi, on n'écrit pas sans émotion. On ne va pas aussi transmettre l'émotion au lecteur. Tout à l'heure, vous avez cité Madame Maïté. Je crois qu'il y a quand même longtemps qu'on l'avait reçue dans un salon de belles lettres avec Cogito Literis. Est-ce que vous, aujourd'hui, en écrivant, est-ce qu'il y a un tout petit peu d'influence que vous avez reçue de Madame Maïté? C'est une femme qui m'a inspirée, elle m'a influencée en tant que femme. Elle était poétesse. Elle m'a influencée en tant que femme qui publie. Et la première fois qu'elle m'avait invitée à son vernissage, c'est là où j'avais eu le déclic. Je m'étais dit, moi aussi, je vais faire comme elle. Donc, c'est de ces côtés-là qu'elle m'a influencée. Et quand j'avais publié mon premier roman, Iris, je l'avais invitée, c'est elle qui avait fait la critique littéraire. Et lorsque vous écrivez le roman, que ce soit Iris ou aujourd'hui L'amour au rendez-vous,
est-ce que vous dites, j'écris ce livre pour donner un peu d'espoir, j'écris ce livre pour donner confiance à ceux qui en manquent, qui se retrouvent dans une situation un tout petit peu compliquée, ou j'écris ce livre pour raconter une histoire. Est-ce que en écrivant, vous avez cet objectif-là où vous dites, euh, bon, c'est simplement de la littérature, j'écris simplement pour transmettre de l'émotion, ou vous vous dites que ce livre-ci peut faire bousculer la société et peut-être, pourquoi pas, faire changer même de perspective politique dans la gestion de la cité. Lorsque vous écrivez, ce que vous dites que peut-être si un homme politique tombait sous les livres, on peut peut-être prendre des dispositions pour mettre en valeur, par exemple, mettre des installations de personnes vivant avec handicap, parce qu'aujourd'hui, dans notre ville, en tout cas, je ne vois pas des structures. Ou si vous allez dans un bâtiment, je vois mal qu'on construise des bâtiments avec, oui, adaptés à toutes ces personnes-là. Et on voit que c'est très compliqué, que ce soit quand vous allez dans les services commerciaux, que ce soit public ou privé. Est-ce que vous, en écrivant, vous vous dites que si un jour un homme politique, un décideur tombe sur les livres, il peut prendre une décision de faire changer quelque chose, ou c'est simplement pour vous l'effet d'écrire de la littérature? Oui, au début, quand j'écrivais, je ne savais pas que mes livres allaient vraiment porter de l'impact dans la société. Et c'est maintenant que je me rends compte. Heureusement, même en écrivant, pour moi, l'objectif était vraiment d'atteindre une grande partie de la population. Et aujourd'hui, si une autorité peut tomber là-dessus en lisant et qu'il puisse avoir euh, le bon sens d'améliorer les choses, ça sera pour moi un grand plaisir, une grande joie. Pourquoi? Parce que aussi, je dirais que l'objectif a été atteint. Je n'ai pas écrit en vain. Donc, lorsque nous écrivons, comme je l'ai dit tantôt, on n'écrit pas seulement pour le plaisir, on écrit aussi pour réveiller la conscience. C'est tout ça. Et qu'est-ce que vous diriez à tous ces parents qui ont des enfants vivant avec handicap, qui parfois refusent d'envoyer les enfants à l'école, connaissant par exemple le regard extérieur, se disent ah oui, l'enfant il va subir de moqueries de la part de ses amis, par exemple à l'école, ou dans mon quartier, on va se moquer de moi, etc. Et du coup, on refuse d'envoyer par exemple les enfants à l'école, alors que ces enfants, au-delà de leur handicap, ils ont forcément des talents cachés que forcément ils ne vont pas développer parce que la société a jugé bon de les mettre dans une case et de dire que ah oui, eux ils ne peuvent pas faire ceci. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce parent-là ou même à ce responsable d'école qui parfois n'accepte pas qu'on inscrive les enfants pour qu'ils puissent apprendre? Aux parents, je dirais, si moi, mes parents avaient refusé de m'envoyer à l'école, je ne serais pas ici en train de parler de mes romans. Bien que pour moi, c'était vraiment difficile, je n'avais pas la capacité d'aller me mettre sur un banc d'école. Les parents ont tout fait pour amener l'école à la maison. Alors, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis écrivain. Parce qu'avec cette main, eux voulaient que je puisse être couturière. Donc, la main gauche ne fonctionnait pas. C'est seulement la main droite qui a pu fonctionner. Alors, c'est cette main avec laquelle j'écris. Et si les parents n'avaient pas fait ça, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'aurais été. Peut-être mendiante ou quoi. Alors, j'encourage ces parents-là qui ont des enfants de ne pas les cacher. Moi, mes parents avaient eu la conscience. C'était il y a longtemps. Vous voyez l'âge que j'ai maintenant. Maintenant, nous sommes en 2026. Est-ce qu'on peut toujours, à 21e siècle, cacher les enfants parce qu'ils ont un handicap? Pour moi, c'est, je dirais quoi, pour ne pas dire que c'est bête, mais ce n'est pas vraiment une évidence pour les parents de cacher des enfants à cette époque. Envoyez vos enfants à l'école, vous ne savez pas l'avenir de demain. Il y a un ministre, mais il était américain, il avait dirigé les États-Unis étant dans un fauteuil roulant.
roulants. Alors pourquoi pas nous? C'est en 1969, je ne sais pas. Mais maintenant, pourquoi pas nous, à cette époque, on peut cacher encore les enfants parce qu'ils sont albinos ou bien ils ont un handicap quelconque. Non. Et aussi aux institutions, les professeurs, ceux qui ont des établissements, accepter les enfants avec leur handicap. Accepter. Ils ont du potentiel. Oui. Très chers parents, très chers amis, vous avez deux frères, vous connaissez quelqu'un, faites passer le message. Ce n'est pas en cachant les gens qu'on va leur rendre un bon service. C'est toujours intéressant de pouvoir accompagner ces enfants, accompagner cette personne dans les formations. Alors, nous allons petit à petit vers la fin de notre magazine. L'amour au rendez-vous. Qu'est-ce que ceux qui, après avoir suivi ce magazine, ceux qui s'apprêtent à venir chercher le livre, doivent retenir de l'amour au rendez-vous? L'amour est toujours au rendez-vous de chacun d'entre nous. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à une catégorie de personnes. Tout être humain a droit à l'amour. Donc, c'est ce que je peux recommander. Qu'on soit handicapé, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit dans quelle situation, nous tous, nous avons droit à l'amour. Donc, permettez aux gens de s'aimer. Arrêtez avec. Si je voulais ajouter surtout entre les différentes cultures, parce que dans ces livres, j'ai évoqué des différentes cultures, religions aussi, des tribus. Il y a aussi cette séparation qui existe, qui font en sorte que les gens ne puissent pas se marier à cause des tribus, des religions aussi. Parce qu'on va dire, ah nous, chez nous, on fait comme ceci. Chez nous, oui. Chez nous, on fait ça, chez eux, on ne fait pas ceci. Il faut dépasser les frontières. En tout cas. Donc, c'est mieux de dépasser les frontières, d'aller chercher l'amour là que vous allez le trouver, puisque l'amour est toujours au rendez-vous, comme on vient de nous le dire. Et avant qu'on finisse, Madame Lydie, il y a forcément quelqu'un, une jeune femme, quelque part, qui écrit et qui se dit, bon, est-ce qu'il faudrait que je publie, ou elle se dit forcément, bon, quand je vais grandir, une femme au foyer ne peut pas devenir écrivaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces jeunes filles qui soient élèves ou étudiantes, qui s'essayent à l'écriture, mais qui parfois se disent, ah, comme je suis une femme, forcément, je ne vais pas aller loin dans l'écriture? Non. Dans l'écriture, il n'y a pas de genre, mais masculine, féminin. Donc, il faut écrire. Si vous avez la passion d'écrire, vous voulez publier, faites-vous publier, faites-vous connaître, parce que c'est votre passion. Qu'on ne puisse pas vous piétiner, qu'on ne puisse pas vous dire, parce que vous êtes une femme, ne les faites pas. Moi, si j'avais écouté, par exemple, ceux qui le disaient, je n'allais rien faire. Aujourd'hui, on n'allait pas me connaître parce que l'handicap déjà me mettait des bâtons dans les roues. J'ai enfreint cet handicap et aussi en tant que femme, nous avons. Donc, les femmes ont du potentiel. Les femmes ont du potentiel. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne doit pas publier mes jeunes sœurs, publier mes chers enfants, les jeunes filles. Je vous encourage vraiment. De 2018 à ici, à 2026, on a inspiré pas mal de femmes qui écrivent aussi, mais nous voulons aussi encore continuer à inspirer et que ceux qu'on a inspirés puissent aussi inspirer d'autres. Merci beaucoup, Madame Nelly, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir parlé de l'amour au rendez-vous et d'avoir parlé aux parents, aux amis, aux politiques, à toutes ces personnes qui ont le pouvoir de pouvoir changer quelque chose. N'hésitez pas de pouvoir changer quelque chose. Votre changement va permettre à ce que certaines personnes puissent vivre le bonheur. Alors, mesdames, messieurs, merci. Vous avez été très nombreux à nous écouter. Vous avez été très nombreux à nous regarder de partout. Si vous avez aimé ces magazines, dites merci à toute la grande équipe qui se bat pour produire chacun de ce numéro. Espérons vous retrouver prochainement. Au revoir. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviendras.